Bienvenue à Parle Jazz. Ça me fait grand plaisir d'accueillir le mardi Jacques Giguère, ici, collaborateur à l'émission. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien. Content de te recevoir aujourd'hui encore. Et puis, j'ai l'impression que ça va jaser de toutes sortes de choses très intéressantes à l'émission aujourd'hui. On pourrait donner un petit aperçu. Notamment, moi, je suis bien content qu'on ait débranché personne du côté d'Énergie NB pendant le mois de décembre cette année. Ça faisait des années, là, comme 8 ans qu'on débranchait plein de monde, mais là, on en parlait il y a 2 mois, puis les gens étaient un peu offusqués de ça. Et puis comme de fait, là, on a changé un peu la loi, puis on a empêché que ça se débranche. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y en a même qui disent, parmi les experts, que ça aurait sauvé des vies, ça. Assurément. Et Canada qui transforme son industrie pour des nouveaux marchés, comme par exemple le bois d'œuvre, il en sera question. C'est principalement dû aux tarifs américains. Absolument. Qui sont très durs sur l'économie canadienne. Alors, l'industrie réagit à ça depuis plus d'1 an. Et là, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Je trouve qu'il y a une stratégie qui est en train de s'établir au Canada qui mérite d'être mentionnée parce qu'il n'y a pas juste des nouvelles négatives, il y a aussi des nouvelles positives. Hey. Et comme on dit, la nécessité est la mère des inventions. Là, on est poussé dans nos raccoins. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le coin? Ben, on se lève debout. Soit qu'on meurt ou soit qu'on se lève debout et on décide de faire autre chose ou de le faire autrement. Et voilà, on parlera de beaux exemples. Des beaux exemples, et ça. Et puis, on devrait avoir le temps aussi d'aborder d'autres sujets comme la mairesse de Woodstock qui dit non à la construction d'une école francophone. On se demande pourquoi. Et puis, vous pourrez participer aux discussions si l'un ou l'autre des sujets vous interpelle, vous voulez donner votre opinion. Appelez-nous au 506-532-0133. Les lignes sont ouvertes dès maintenant. Et par courriel, écrivez-nous sur ppjj@cjse.ca. On vous remercie de participer. Et bon, parle jazz aujourd'hui. C'est Parle jazz en ce mardi 13 janvier avec Jacques Giguère aujourd'hui. Un dossier qui fait réagir, Jacques. Du côté de Woodstock, on en parlait, amener une école francophone. La mairesse de Woodstock n'est pas d'accord. Bon, Woodstock qui est quand même un petit bout d'ici. C'est plus, j'imagine, c'est dans la route dans l'ouest de la province. C'est entre Fredericton et Edmundston. Oui, c'est ça. Entre les deux. C'est là où on doit se rendre pour aller chercher la transcanadienne qui nous amène à Alton, au Maine, où on prend la route 95, puis là, on peut descendre partout aux États-Unis. En fait, la plupart des transports doivent passer par là. Les camions de transport passent par là pour pouvoir passer les douanes là-bas. Il y a aussi un peu à Saint-Stephen, mais c'est généralement par là qu'ils doivent passer. Et puis, oui, c'est ça. Le gouvernement provincial a annoncé dans son budget, avant les fêtes, qu'il désirait construire une école francophone dans cette région de Woodstock. Et puis, qui serait une bonne nouvelle pour les francophones de cette région-là. Mais là, on apprend que la mairesse de Woodstock, Trina Jones, et le conseil municipal s'opposent au projet. Pourquoi donc, d'après toi? Ils invoquent des préoccupations sur la viabilité. Ça fait pas l'unanimité. Et puis, les gens disent qu'il n'y a pas assez d'élèves qui justifieraient le nombre. Le nombre ne justifierait pas, selon eux, la création d'une nouvelle école dans cette région. Mais pourtant, c'est un droit provincial qui est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés pour les francophones. Donc, c'est pas une décision municipale, c'est une décision provinciale. Oh! Puis là, si la province va à l'encontre de ce que le municipal dit, ça va faire des flamèches? Là, il faut se poser une question, mais dans quel intérêt une municipalité refuserait la création d'une nouvelle école sur son territoire? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dire qu'ils s'y opposent. Ils s'y opposent, mais pourquoi? Pourquoi s'opposer à une nouvelle école? Comme tu disais... Si ce n'est son caractère linguistique. Ah, tu penses que la raison est simplement on veut pas plus de francophones? Ça viendrait du côté anglophone de la municipalité? Non, on trouve toutes sortes de raisons. Ouais. Le nombre ne le justifie pas, etc., etc. Bon. Mais... J'essaie de comprendre, parce que là, à un moment donné, on prend un petit recul, on regarde. Ah, mais qui est le député provincial dans cette région? C'est M. Bill Hogan. OK. Il est un conservateur. Qui est le député fédéral de cette région? C'est Richard Brandon, un conservateur. Eh bien, on va prendre un appel. Quelqu'un qui va certainement discuter avec nous. Tu voulais mentionner autre chose? Oui. Oui, mais prends l'appel, okay. Puis on va revenir. On y reviendra. C'est le 506-532-0133. Parle jazz, on vous écoute.
Oui, alors, à Woodstock, à l'entour de Woodstock, c'est plus anglophone. Moi, je dis que la maire de Woodstock aime pas trop les francophones. Alors, elle s'oppose à ça parce que, je veux dire, tu vois dans les communautés plus anglophones, des fois, ils s'opposent aux francophones. Là. Mais est-ce que vous nous appelez de cette région-là ou vous êtes ailleurs? Non, je suis ailleurs. OK. S'il y a des gens, en passant, je reviens avec vous, là, s'il y a des gens de la région de Woodstock qui nous écoutent, des francophones de la région de Woodstock ou des anglophones qui nous écoutent de la région de Woodstock, soit par Internet, parfois aussi, ça peut aller de cette façon-là, lâchez-nous un coup de fil pour voir qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation-là. Êtes-vous content d'avoir une école francophone dans votre région ou non? Et pourquoi? Ça serait intéressant de vous entendre. Et puis, donc, vous croyez que parce que c'est une école francophone, on dit non au gouvernement provincial, la municipalité de Woodstock? Oui, moi, je dis que c'est ça parce que, je veux dire, tu vas dans plusieurs milieux qui est anglophone, et il y en a qui s'opposent aux francophones. Il y en a, en 2026, ça arrive encore. Ça, c'est la triste réalité des choses, qu'il y a des personnes qui sont unilingues anglophones qui s'opposent aux Français. Oui, pendant le temps de Blaine Higgs, moi j'étais dans le nord de la province et c'était incroyable comment le nord se sentait mis de côté et que les francophones se sentaient pas respectés. Mais là, avec le nouveau gouvernement libéral de Mme Holt, je crois que la donne change un petit peu. Puis peut-être que dans le coin de Woodstock, on a une mentalité conservatrice, comme tu le mentionnais, peut-être Jacques, et puis on reste un peu dans la même ligne de pensée que le gouvernement Higgs précédent. Mais quel est le danger d'avoir une école supplémentaire dans sa région et d'offrir un service qui est reconnu par le droit, garanti par la Charte canadienne des droits et libertés pour les francophones? Mais s'il n'y a vraiment pas assez d'enfants pour remplir l'école... Ah oui, mais ça, c'est la mairesse qui dit ça. Pensez-vous que la province a décidé comme ça d'envoyer une école là sans vérifier les nombres? OK, donc selon la province, il y aurait il y a sûrement là-bas, dans cette région-là, il y a sûrement des Ouellettes, des Pelletier, des Gagnons, je nomme des noms là, qui me viennent à l'esprit, des Gervais, qui ont peut-être, dans leur histoire, perdu leur français. Ou qui on appelle ça des ayants droit. Donc, c'est dans votre lignée familiale, hein, ou des fois, ça peut être juste le parent, le père, la mère, le grand-père, où ces gens-là ont le droit d'aller dans une école francophone. C'est garanti par la Constitution. Et là, il y a une obligation. Il y a de très beaux exemples dans le passé qui sont arrivés. Et c'est arrivé dans la région de Saint-Jean. Au Nouveau-Brunswick, on a créé un gros centre scolaire communautaire qui déborde. Il y en a un à Miramichi aussi, hein? Un beau centre scolaire communautaire à cet endroit-là. Il n'y a pas juste au Nouveau-Brunswick, il y a eu l'idée qui me vient en tête, Charlottetown, un centre scolaire communautaire de l'île Saint-Jean. Il y en a à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et donc, il y a des exemples comme ça ailleurs dans la province où ça permet à la municipalité... ça permet aux francophones d'une municipalité de se rassembler. C'est un lieu rassembleur. Ça permet de partager cette langue-là, d'attirer des gens. C'est bon pour l'économie. Écoute, il n'y a que d'avantages. Donc, de faire semblant qu'on n'en a pas de besoin, je me pose cette question-là. Puis c'est pour ça que j'aimerais la poser aux gens. Comment vous la percevez, cette réaction-là? Mm-hmm. C'est comme si... puis je vais finir là-dessus. Je me souviens, il y a un peu plus d'un an, quand c'était le gouvernement conservateur de la province, un des ministres est venu à Dieppe annoncer la construction future d'une nouvelle école anglophone. Et il a fait cette annonce-là uniquement en anglais à Dieppe. Qu'est-ce qui s'est produit? Tout le monde a applaudi. Le monde est content. On ajoute une école. Il y a un besoin. Mm-hmm. On ne se questionne pas là-dessus du côté francophone. Chez Dieppe, vont avoir une nouvelle école secondaire anglophone. Le nombre le justifie, etc. On vit avec ça. Mais tout à coup, à Woodstock, on veut faire la même chose, mais en français. Là, levée de bouclier, on n'en veut pas. C'est vrai que c'est étrange un peu. À un moment donné, j'ose le dire parce qu'à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'effet Trump est rendu aussi fort que ça chez nous?
Je me pose cette question-là parfois. Non. On revient vers vous au téléphone parce qu'on a d'autres appels. Est-ce que vous auriez, vous, quelque chose à rajouter? Mais moi, je suis originaire de Moncton, mais moi, je vis en Nouvelle-Écosse à Star, mais j'ai vécu peut-être comme 7-8 ans au Cap-Breton, à Sydney. Oui. Et à Sydney, c'est la même chose. Oui. Il y a une école francophone, ça fait peut-être peut-être 15-20 ans. Mais avant ça, il n'y avait pas d'école francophone. Il y avait beaucoup de monde qui venait comme de Shady-Con et de la région-là, et leurs parents allaient travailler à Sydney. Et là, parce que tu trouves beaucoup de hauts coins Oui. ou des gens ou de Leblanc ou whatever, ils parlent juste anglais à ça parce qu'ils sont pas assimilés, parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école francophone. Ouais. Alors, ça arrive en Nouvelle-Écosse aussi. Et ça doit arriver à Woodstock, dans le sens qu'il y a des jeunes qui ont peut-être été dans une école anglophone et qui auraient été en français s'il y avait pu. Probablement, mais écoute, en fait, il y a peut-être un manque de communication de la part du gouvernement. Quand on fait ce genre d'annonce-là, et on s'attend à une réaction, il faut peut-être le planifier aussi dans la réaction, puis mieux vendre le projet. Et non pas juste dire, on va lancer ça comme ça, puis on va faire une école, puis après ça, on s'en retourne à Fredericton. Je pense qu'il y a tout un travail de faire en amont. Tu sais, quand le maire de Shediac avait annoncé je savais pas qu'on allait avoir une centrale au gaz à Scoudouc. Il l'a appris en même temps que la première ministre. Puis finalement, ils ont décidé de la faire à Center Village. Puis là, on ne sait même pas s'ils vont la faire à Center Village. Mais voyez-vous, on dirait que le gouvernement manque le bateau à chaque fois qu'il fait une annonce. Ça se prépare, une annonce. Et ça se prépare, les réactions. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on l'a manqué. Puis j'espère qu'ils vont se réveiller puis qu'ils vont revenir, je dirais pas à la charge, mais qu'ils vont prendre le temps d'expliquer. Et des fois, je me demande... Puis tout à l'heure, je vous mentionnais que c'était un député conservateur, Bill Hogan. Lui aussi a déjà dit « Ouais, je suis pas sûr qu'on en a de besoin. » Là, moi, je pense que c'est un très bon test pour le prétendant à la chefferie du Parti conservateur du Nouveau-Brunswick. Est-ce que M. Alain va prendre le temps de lâcher un coup de téléphone à M. Bill Hogan pour lui dire « Tu sais, c'est quand même une bonne chose pour ta région d'ajouter une école. » Ou il va plutôt rien faire. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dessiner. 2026 va vraiment être intéressant parce qu'il y a une campagne au leadership. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on s'en va vers plus l'extrême droite ou on revient plus vers le centre au Parti conservateur? Ça va être vraiment intéressant en 2026 de ce côté-là. Oui. On revient vers vous au téléphone pour un dernier mot. Ensuite, c'est ça, on a d'autres appels en attente. Et aussi... les écoles, c'est bien qu'ils fassent instruire les élèves dans leur propre langue, mais aussi ça commence à la maison parce que les parents, s'ils sont fiers de leur langue et leur culture, ils peuvent le passer à leurs enfants, ils peuvent pratiquer à la maison. Ouais, vous avez raison. À la maison aussi. Oui, vous avez raison. C'est une question de fierté aussi. Puis moi, ce que je sache, le français, c'est pas une maladie, hein? C'est un moyen de communication. Alors, il n'y a pas raison d'avoir peur. Tout comme l'allemand, puis l'espagnol, puis l'arabe. Une langue, c'est une culture. Ça dégage. Il y a tout un passé derrière ça. Et il est souvent très riche aussi. Alors, on n'a pas à en avoir peur. On a plutôt à essayer d'aller comprendre ce qui se passe derrière tout ça, pour partager. On est condamnés, là. On est sur la même planète, puis on est condamnés à vivre ensemble. Soit qu'on vit dans la guerre, ou soit qu'on vit dans le partage. Puis à un moment donné, je pense que là, aussitôt qu'arrivent des petits exemples comme ça, des fois, je me questionne sérieusement sur l'être humain. Mais oui, je suis d'accord avec vous que ça pourrait amener du bon. Hein? C'est plus que du mauvais. Je vous remercie pour votre appel, votre participation aujourd'hui. Pas trop. Merci. À bientôt. Hey, parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai pensé à quelque chose de comique. Oui, allez-y. Vous nous avez dit que la mairesse, c'était Mme Jones. Ah oui, tu veux faire un lien avec... Est-ce que ça a à faire avec le nom de famille? Vous voulez parler de l'ancien maire de Moncton, là? C'est quelque chose qui se répète, mais oui. Ben oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté.
On ne sait pas s'il y a un lien de parenté. C'est le même nom qu'on a déjà eu. En fait, ça, c'est pour les plus vieux. Là, ils se rappelleront de l'histoire de la tête de cochon que les étudiants de l'Université de Moncton avaient apporté sur le perron. Parce qu'il y avait des étudiants de l'Université de Moncton à l'époque qui étaient venus au conseil de ville de la municipalité de Moncton pour faire des demandes à la municipalité qu'elle soit plus ouverte aux francophones. Puis... à un moment donné, il y a le maire Jones, à l'époque, a dit... Il leur a demandé de parler en anglais parce qu'il ne comprenait rien. Puis il n'y avait pas de service de traduction à l'époque. Puis il n'avait pas été très, très gentil, très poli. Et donc, c'était une époque où il y avait encore cette dominance de l'anglais et de la mentalité anglophone à Moncton sur les francophones. Et il y a eu là, l'époque Robichaud après ça. Il y a eu tout le réveil acadien et qui existe encore aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est que le monsieur faisait référence à ça, parce que la mairesse s'appelle Trina Jones, et probablement qu'il est assez vieux pour se rappeler de l'histoire de l'ancien maire Leonard Jones de Moncton, qui était, je pense qu'on peut dire, qui était anti-francophone, ouais. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on pourrait en mentionner, on reviendra peut-être, là, certainement qu'il y a des gens, à moins que Jacques, tu voulais ajouter quelque chose sur l'école à Woodstock. Ben non, mais je trouve que c'est un bon test. Je trouve que s'il y a les normes, moi, je pense que le gouvernement devrait... les normes, je veux dire, le nombre essentiel pour avoir une école. Ouais, au moins évidemment, avoir une s'il y a 4-5 étudiants, je comprends, là, s'il y a 4-5 élèves, on ne fait pas une école pour 4-5 élèves, on les transporte là où ils doivent avoir droit au service d'éducation. Ah, mais ça, c'est une question. Si les gens sont à Woodstock, là, présentement, puis il n'y a pas d'école francophone, puis ils voudraient être enseignants en français, est-ce qu'il y a un transport disponible pour eux pour se rendre jusqu'à une école francophone? Non, ils vont pas... ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils descendent à Fredericton ou ils montent à Grand-Sault? C'est une bonne question. Mais c'est loin, donc... En fait, je pense que c'est ça. Je pense que l'idée, c'est que l'école serait centrale, mais tu as tous les gens dans la grande périphérie qui pourraient monter. Oui, jusqu'à Florenceville. C'est vrai. En fait, il y a tout un grand secteur. Ça ne se limite pas qu'à la municipalité de Woodstock. Mais puisqu'elle est centrale, un peu comme un hôpital, on va essayer de le construire dans un espace qui est assez central pour desservir la plus grande population possible. Ah, ça pourrait être un endroit stratégique. On va au téléphone. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bon, d'abord, j'ai entendu vraiment des bonnes réflexions de vous deux, puis j'en suis très satisfaite. Merci beaucoup. Bon, c'est à propos de la vague anglophone à travers la province du Nouveau-Brunswick, surtout. On a des effets de tout partout. Puis, cette école-là, qui n'ont pas accepté cette école nouvelle-là, en fait, ça fait partie de la vague, moi, je me dis. Oui. OK, mais juste avant, je veux dire, l'école n'est pas... C'est pas que l'école n'est pas acceptée. Le projet est sur la table. Oui. Et puis, elle dit qu'elle est contre, mais dans le fond, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre, c'est une décision de la province. Elle aurait tout intérêt à être pour. Mais là, vous amenez ça à un autre niveau. Oui, OK. Mais pourrais-tu me répondre, l'école, est-ce que ils ont promis cette école-là au niveau de la province? Est-ce que, même s'ils disent non, est-ce qu'ils peuvent la construire quand même? Absolument. Oui. Absolument, ils peuvent la construire. C'est sûr que quand vous allez dans un endroit faire quelque chose qui n'a pas une acceptation sociale, c'est plus difficile. Vous allez à contre-courant, c'est toujours difficile. Le gouvernement le voit très bien là, dans la région de Sackville avec une centrale au gaz, Tentermar, dans cette région-là, de faire une centrale au gaz. Il y a une levée de bouclier, puis là, les gens, est-ce qu'on pourrait la mettre ailleurs? Donc, si vous allez contre l'acceptation de la population, c'est toujours difficile d'aller. D'où le travail des députés, s'ils sont là pour ça, surtout le député provincial. Mais le député provincial n'est pas convaincu. C'est pour ça que tout à l'heure, je ramenais ça au peut-être futur chef. Enfin, on ne le sait pas encore. On le saura en octobre prochain. Mais alors, il y a toute une réflexion à faire. Puis il y a toujours cette dualité linguistique. Je pense qu'elle a servi le Nouveau-Brunswick et elle devrait continuer de le servir. Il ne faudrait pas voir la dualité, la beauté de la dualité linguistique au Nouveau-Brunswick comme un problème, mais plutôt comme une richesse et de continuer de l'encourager. Mais j'ai l'impression que la vague de Trump est très forte et elle vient chercher dans l'imaginaire des gens cette possibilité-là que vous mentionnez. Ben c'est ça. J'ai travaillé dans des écoles toute ma vie, j'ai travaillé beaucoup pour le français. Puis, j'en sais quelque chose, parce que quand il y a des Français qui sont là, ça dérange beaucoup de personnes, surtout les Anglais, parce que on prend de la place, puis ils veulent garder leur place, les autres.
Mais on va continuer à travailler, puis continuer à faire votre beau travail. Et je vous souhaite une belle journée. Vous aussi, mais Merci. juste avant, vous êtes dans quelle région? Quand vous nous appelez, vous dites... Région du comté de Kent. Vous êtes dans la région du comté de Kent. On arrache nous autres aussi, par bout, là. J'ai pas compris, répétez-moi ça. On arrache par bout. Ah, par vous en bout. arrachez par bout. Oui, parce que le français, c'est là pour rester, mais des fois, on perd quelque chose des fois. Puis Mais qu'est-ce qui vous faire fait... attention. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans votre région? Ben, au niveau de notre municipalité ou Oui. Radio Bossé. Radio... En tout cas, ici, on a bien de la misère à accepter que le français et tout ça. Mais en tout cas, c'est une longue histoire que je peux pas tout expliquer. Ouais, mais on vit à tous les jours, vous en avez entendu parler, vous autres aussi. Oui. Ça a passé. Ben, c'est Est-ce qu'il y a un manque de triste, fierté en même temps. ou c'est Et comment la vous- légalité. Est-ce que c'est le problème, il est du côté anglophone ou est-ce qu'il y a un problème? Ben, c'est toujours nos Acadiens, surtout nos Acadiens français, qui sont plutôt contre, pas toutes par exemple, qui sont OK. contre le fait français. Il y a trop de français, puis il faut faire attention pour respecter OK. des choses. Puis c'est beaucoup demandé. OK. Trop, c'est trop. OK, je vous comprends. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance, madame. Continuez de faire votre beau travail. OK. Et puis, je pense que je suis d'accord avec vous. La langue française, elle mérite, elle est tellement belle et elle a toute cette culture. Des fois, je me demande, nos ancêtres dans les cimetières, là, ils doivent des fois se tourner, ils doivent tourner une fois puis une autre parce que je trouve que des fois, on laisse aller un peu, on se laisse aller. C'est plus facile d'aller s'isoler sur nos petits téléphones puis de consommer la culture anglophone que de plutôt se réjouir de notre belle culture francophone. Puis d'ailleurs, heureusement qu'il y a comme des radios Beau Séjour qui font jouer et qui font vivre cette culture francophone dans le Sud-Est. Oui, vous faites beaucoup Radio Beau Séjour, ça, je peux le dire. Puis merci pour tout le beau travail. Merci à vous aussi Bonne d'avoir journée, participé madame. à l'émission. Bonjour. Bonjour. Oui, intéressant, mais elle parle de cette vague anglophone qui touche la province beaucoup. Puis, C'est ça l'immigration. l'inquiète. C'est surtout l'immigration. Et ça, l'immigration, elle est de deux façons. Elle vient de l'extérieur du pays, parce que on en parlait justement avant l'émission. On est à quoi? 1,2 enfants par couple, là, à peu près. Là. Donc, on est en dessous du taux de reproduction de la population. Il faudrait que des couples fassent 2 enfants pour maintenir seulement la population. Donc, puisqu'on en fait moins que de se maintenir, si on veut au moins se maintenir et augmenter, on a un choix, c'est l'immigration. Donc, aller chercher des gens de l'extérieur. Vous comprenez cette logique mathématique? Ouais. Mais je veux comprendre exactement pourquoi c'est si important de maintenir la population ou de l'augmenter. Parce qu'on en parle souvent qu'on est dans une surpopulation mondiale. Oui, à des endroits, mais pas chez nous. Chez nous, il y a une croissance, mais en fait, cette croissance, elle s'est réduite. Elle existe toujours, mais elle ne fait plus on fait plus d'enfants. On en fait très peu. On en fait 1,2. Ben ça, c'est avec l'argent que ça coûte. Hein. Les gens ont peur d'en avoir plus qu'un, dans le sens où l'inflation, les prix de tout, les prix des loyers, ça inquiète beaucoup de parents. Il y a l'argent, puis il y a aussi l'éducation. Vous remarquerez qu'une société éduquée et en santé, toutes les sociétés du monde, éduquées et en santé, généralement, font moins d'enfants. Ah, d'accord. Donc, il y a une parce que notre éducation est bonne? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes et les femmes ont droit à des jobs, à des bonnes jobs. On doit travailler. Là, je fais fi de religion et tout ça, là, je rentre pas là-dedans. Je fais juste parler de mathématiques. Donc, si vous avez dans notre pays accès au travail pour les hommes et les femmes, ça permet donc à tous ces gens-là de travailler. Et donc, ça prend du temps, là. Si vous voulez des enfants, il faut s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à pelleter ça au gouvernement. Ben, ça nous prend des garderies, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Alors qu'avant, rappelez-vous, dans le temps de nos grands-parents, on ne mettait pas nos vieux dans les foyers, là. Il y a un des enfants de la famille qui s'en occupait, puis en même temps, il devenait la personne qui s'occupait des petits-enfants. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, les familles, ils étaient nombreuses. Moi, du côté de ma mère, ils étaient 15 ou 18. Puis du côté de mon père, c'était au-dessus de 10 aussi, là. Hey, c'était comme ça à l'époque. Donc, le plus vieux s'occupe du plus jeune. Puis bon, on avait des grosses familles, puis les grands-parents jouaient là-dedans. Puis c'est comme ça que ça se vit. Parce qu'on n'avait pas le choix. C'était la seule façon de
survivre, si vous voulez. Mais quelque chose qui me vient en tête quand tu parles des grandes familles, Jacques, j'ai entendu souvent parler, et je trouvais ça accablant, assez triste, mais que les grandes familles comme ça étaient habituées souvent d'en perdre un ou d'en perdre deux. Tu sais, dans les débuts, souvent, il y a un enfant qui faisait pas. Et c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. On m'a dit même des fois, on en avait beaucoup en sachant qu'on allait en perdre un ou deux. C'est tragique. Il y avait deux raisons, là. Là, il y avait il n'y avait pas de moyen de contraception. Ça, c'est comme on a aujourd'hui. Donc ça, c'est... L'abstinence, c'est pas toujours facile. C'était assez difficile. Et puis, l'autre chose, c'est que il y avait la religion catholique qui demandait justement aux francophones de faire des enfants, et aux anglophones aussi, là, mais surtout les francophones, parce qu'on n'avait pas on voulait se battre contre... C'était un peu le rempart contre la diminution du nombre de francophones en Amérique. Donc, il fallait en faire plus. Donc, il y a eu ces deux vagues-là, et puis ça a permis d'augmenter le nombre d'Acadiens, surtout après la déportation. C'est comme ça que ça s'est créé, la société d'aujourd'hui. C'est parce que dans le passé, on faisait beaucoup d'enfants, et puis on revenait sur le territoire, puis on habitait le territoire. Et on partageait cette belle langue-là qu'est le français. Alors qu'aujourd'hui, on en fait moins des enfants. Mais on en fait moins chez les anglophones et chez les francophones aussi, parce qu'on a tous droit au même marché de travail, là. Et donc, on rouvre les portes à l'immigration. Il y a donc l'immigration, pour revenir à mon histoire, qui vient de l'extérieur, et il y a l'immigration intérieure, c'est-à-dire des gens qui partent d'une province, c'est ça. Et la langue majoritaire, par exemple, en Ontario, c'est l'anglophone. Ouais. Et c'est l'anglais, pardon. Et qu'est-ce qui s'est produit avec la COVID? L'arrivée de la COVID a permis d'augmenter le télétravail. Et donc, les gens peuvent travailler, si vous faites du télétravail, vous pouvez travailler de n'importe où. Travailler de chez vous, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au bureau. Il y a un retour là maintenant vers le bureau, donc c'est peut-être une des tendances là, qu'on peut voir qui est en train de diminuer. C'est-à-dire le nombre de personnes qui font du télétravail est en train de diminuer. Mais ça a permis justement une immigration et des gens se disent, mais pourquoi? Moi, je vivrais en Ontario, je suis stressé, tout coûte cher, je peux m'en aller dans les Maritimes où je peux vendre ma moitié de duplex pour presque 1 million, puis m'en venir ici, puis pour 500 000, j'ai une super maison, je suis à 20 minutes, 1 heure, 2 heures de parcs provinciaux, j'ai 20 minutes, je suis à la plage, j'ai une qualité de vie, j'ai tout ce qu'il faut. Puis en plus, il me reste plus d'argent. Donc, il y a des gens en Ontario qui ont compris ça puis qui sont venus vivre chez nous, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais aussi, ça a ajouté à la vague anglophone. Puis il y a aussi eu un grand retour au bercail. Par contre, ça, c'est pas anglophone, mais j'ai connu, moi, dont Guillaume Deschênes-Thériault, lui, il s'est lancé en politique puis il a été élu, justement, aux dernières élections au Parti libéral dans le nord de la province. Ouais. Puis Guillaume Deschênes-Thériault, lui, c'était mon chroniqueur politique lorsque j'étais à Saint-Quentin. Puis lui, il travaillait à Ottawa. Mais quand le télétravail a été permis, c'était un rêve qui s'est réalisé pour lui de pouvoir revenir au bercail. Dans sa région, s'acheter une maison avec sa femme et tout ça, puis de pouvoir faire à distance. Donc, il donnait des cours à l'université en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, des choses comme ça. Puis, il a pu faire du télétravail à partir de la maison. Puis ça a plu à beaucoup. Donc, beaucoup de gens d'ici qui étaient partis en Ontario sont revenus grâce au télétravail. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique aussi. Vous avez raison, il y a du bon aussi dans tout ça, là. Et puis, les gens qui font du télétravail ne sont pas moins productifs. Mais c'est ça, pour revenir au niveau du nombre d'anglophones. Et là, on doit se questionner sur est-ce qu'on devrait favoriser dorénavant l'immigration internationale francophone pour une province, pour le Nouveau-Brunswick, pour arrêter, l'augmentation de la disparité entre les deux. Oui, les cibles d'immigration francophone ne sont pas si élevées, je crois. Non, c'est 6-7% à l'extérieur du Québec. Puis je pense que ça prendrait 11-12 pour maintenir un niveau de français dans la province. En fait, il y a des études qui ont démontré que même si on faisait 50-50, ça ne serait pas suffisant. Ouais. C'est-à-dire, si on avait 50% d'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, on continuerait de diminuer quand même en termes de pourcentage, parce qu'il y a déjà beaucoup d'anglophones. Donc, je parle juste de mathématiques, là. Comprenons-nous bien, là. Je suis pas en train de dire qu'on devrait pas en avoir. Je suis pas ça du tout. Je parle juste de mathématiques. Donc, il faudrait peut-être augmenter ça à au-dessus de 50, 60, 70. Mais imaginez-vous un homme ou une femme politique qui va dire, dorénavant, au Nouveau-Brunswick, on va avoir 70% d'immigration francophone. Pensez-vous que nos amis anglophones vont dire que c'est juste? Ah non, il y aurait une levée de bouclier du côté anglophone. Pourquoi on l'accepte le contraire?
Ouais, ben c'est ça, c'est des choses à réfléchir. Ben non, mais je pose la question mathématique, là. Ouais. Pourtant, on accepte le contraire. On se dit, ouais, mais c'est comme ça, puis vous comprenez. Puis là, on va se noyer dans les excuses. Mais je pense qu'il y a une sérieuse réflexion. Puis moi, je demanderais au gouvernement fédéral, je sais que vous êtes pris dans un conflit international avec les Américains, puis le monde est en train de changer à vitesse grand V, là. Je comprends ça aussi, là. Mais d'avoir des états généraux là-dessus, là, je pense qu'on mérite une bonne réflexion là-dessus. Puis je pense que la mairesse de Woodstock nous allume là-dessus. C'est comme, oh, nous, on peut prendre des écoles anglophones, mais vous voulez pas des écoles francophones. Mm-hmm. OK. Ben alors, on fait où est-ce qu'on va là, avec ça, là? Moi, je pense qu'on a une sérieuse réflexion à faire là-dessus. Absolument. On prend une courte pause et puis au retour, dans quelques secondes, je vais répondre à certains courriels qu'on a reçus et par téléphone, vous pouvez aussi participer à l'émission. Je vous rappelle le numéro 506-532-0133. Et on va parler aussi du fait qu'il n'y a personne qui a été coupé dans le mois de décembre par Énergie NB. Vous écoutez Parle, Jazz, mardi 13 janvier. Et oui, on a parlé beaucoup de l'opposition de la mairesse à Woodstock pour une école francophone. Et j'ai reçu un courriel, un auditeur qui nous dit, Jacques, je crois que le premier ministre David Alward était le député de Woodstock. Pas maintenant, non. Non, qu'il l'était. Ah, peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est dans un temps... Je n'ai pas regardé dans le passé, non. Ben, si vous voulez préciser là, pour quelle raison vous vouliez mentionner que David Alward l'était ou de quelle époque vous parliez pour le dossier en question, bien, vous pouvez ajouter à votre courriel, nous en envoyer un autre, et puis on ira plus en détail dans votre sujet. Et puis, je voulais mentionner que, parce qu'au mois de novembre, je sais pas si tu te rappelles, Jacques, je sais pas si c'était avec toi dans le cadre de l'émission, on avait parlé du fait que Énergie NB avait coupé beaucoup de monde pendant l'hiver, les dernières années. Mais là, on a arrêté ça. On a coupé personne chez Énergie NB pour non-paiement de facture. Là. Puis c'est un changement radical si on regarde aux années précédentes. On a coupé vraiment le courant à beaucoup de monde. Puis là, pour la première fois, on a cessé de le faire. Des nouvelles données qui montrent que aucun client résidentiel pour non-paiement a été coupé en décembre. C'est important parce que il fait froid. Puis 400 000 clients d'Énergie NB se chauffent principalement à l'électricité. Oui. Ouais. Non, c'est une bonne chose. Maintenant, comment ils vont récupérer cet argent-là? J'espère qu'ils vont juste simplement avoir des ententes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une organisation maintenant. Je voyais ça passer sur les médias sociaux. Dans la péninsule acadienne, il y a des gens qui trouvent que les factures d'électricité sont très élevées. Votre dernière facture d'électricité était probablement élevée parce qu'il y a eu des gros froids au mois de décembre. Puis là, on est au mois de janvier, puis on reçoit la facture du mois de décembre. Et là, on se rend compte que c'était extrêmement élevé. Ben, c'est plus élevé, là. Il y a même des endroits il y a des gens qui reçoivent des avis pour leur dire que votre consommation est 92 % plus élevée que la même période l'année passée. Faites attention. Oui. Mais ça, c'est à cause essentiellement de la météo. C'est pas parce que, même si vous consommez pas plus dans votre maison, vous faites pas plus de café le matin, vous faites pas plus de micro-ondes, vous faites pas plus de toast dans le toaster. C'est vraiment au niveau de la perte de chaleur si vous chauffez à l'électricité. Mais donc, il y a deux choses, je pense, à mon avis, qu'une Énergie Nouveau-Brunswick et que le gouvernement devrait faire. C'est la première chose, c'est de remettre en place avec le gouvernement fédéral un programme d'isolation des maisons existantes. Oui, absolument. Ça, il faut arrêter de jeter l'énergie par les fenêtres. Ça, c'est jeter son argent par les fenêtres, carrément. Et là, il faut aider les gens. Il faut aider les gens parce que si vous avez une vieille maison qui a été construite dans les vieux standards il y a une cinquantaine d'années ou plus, ça se modifie, ça. Ça se modifie. Oui. Mais ça coûte cher. Mais vous allez sauver votre argent. On va prendre un appel. C'est 506-532-0133. Parle, jazz, c'est à vous. Oui, allô, c'était à moi? Oui, c'est à vous. Ah, mais bonjour, Papa Jean-Jacques. C'est un appel de Paquetteville. Paquetteville. Salut. Oui, j'appelle pour l'hydro qui coupe pas les billes durant l'hiver. Oui. C'est comme un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné, pourquoi donc? Parce que les billes demeurent? Quand t'as de l'arriérage, c'est 20 % d'intérêt. Ah, non. Là, je pense qu'il va y avoir des bonnes ententes de paiement. Je sais que... il n'y a pas... On voit pas ça, là, quand c'est marqué. Quand ton petit bill rentre, là, ils disent pour les frais d'arriérage, c'est tout à 20 % d'intérêt. Puis ça, on n'a pas entendu parler. Ah, peut-être, mais regarde, je vais vous donner quelques chiffres là tout à l'heure, mais une déclaration assez puissante qu'a faite Shelley Petit. Elle, c'est la directrice générale de la Coalition des personnes handicapées. Puis elle a dit qu'elle est certaine que le fait que Énergie NB n'a pas coupé personne cette année, que ça a sauvé des vies. C'est selon elle... Ça a sauvé des vies, mais t'arrives au printemps,
Maintenant, au mois d'avril, il va falloir que tu payes. Ouais. Ça va équivalent à quoi? Une hypothèque de maison? Ah, non, mais je pense qu'il va y avoir des ententes, là. Comme si les clients sont dans l'incapacité de payer, je sais que Énergie NB les encourage à les contacter, à explorer des programmes. Il y a des programmes d'aide financière. On veut trouver des solutions pour éviter les coupures de services. Puis il y en a certaines solutions qu'on offre, comme aider à gérer leurs factures impayées, comme on offre des modalités de paiement, on donne des informations sur plein de programmes disponibles. Alors, je pense que les gens qui n'ont pas été coupés vont pas voir là, des gros 20% d'intérêt sur leurs factures non payées. En contactant, là, je pense, Énergie NB, il y a moyen de s'arranger. Ben là, tu penses ou t'es sûr? Je pense. Il va falloir vérifier. Tu penses? Ouais, ben je vais. En réalité, ça fait peur. Je comprends. T'es pas coupé, il fait fret, t'es au chaud. Mais il va venir à un moment donné. Il faut que tu payes tes billes. Oui, ça, vous avez raison. À un raison. moment donné, il va falloir faire des gros choix. Qu'est-ce qu'on fait? On mange-tu déjà? Le monde, il y en a plusieurs qui sont des situations quand même assez précaires. Oui. Je sais que là, pour ne pas couper les gens, là, ça s'appliquait seulement aux clients âgés de 70 ans et plus qui ont des problèmes médicaux confirmés, qui avaient besoin de quelque chose, un appareil qui marche à l'électricité. C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde. Ça n'a pas été coupé. Non, c'est les autres ménages aussi dont le revenu est inférieur à 70 000 pour un ménage. C'est les gens qui gagnent moins que 70 000 en tout, puis les gens âgés de 70 ans et plus qui ont besoin d'un appareil qui marche à l'électricité. Alors, l'hydro, ça fait tout le temps peur. Mais ils n'ont pas coupé personne. Comme je vous dis, donc, ça rentrait, là. C'était des gens dans ces catégories-là là, qui étaient dans l'incapacité de payer, donc on les a pas coupés. L'hydro, quand il t'envoie ta petite facture à la malle, t'as quasiment peur d'ouvrir ton enveloppe. En fait, tu vois les gens tout autour de toi, sacrifice, un tiers, 2 tiers, il y en a l'électricité à doubler. Oui. Ils disent ça à quoi ce qui est arrivé. Vous, êtes-vous dans cette situation-là? Non. OK. Non, mais je le comprends pas vraiment, là. OK. On vient juste de passer il m'a changé le meter, là. OK. Là, il faut que j'attende mon nouveau facture. Mais ça reste que c'est quand même impressionnant. Oui. Tu sais, parce qu'on dit ton prix de loyer, il ne doit pas excéder à maintenant 30% de ton revenu. Mais si ton bill d'hydro équivaut quasiment à la moitié de ton revenu, ça, ouais. Moi, j'ai pas d'enfant, on est trop vieux. Là, êtes-vous à loyer ou vous êtes propriétaire? Non, nous autres, on est propriétaire. Vous êtes propriétaire. On est propriétaire, puis on est semi-retraité. J'ai pas d'enfant à charge, j'ai pas... Mais aujourd'hui, ça serait pour recommencer. Sais-tu, je sais même pas si on aurait les moyens d'avoir une famille. Oui, c'est vrai, le coût de la vie est élevé. Je vais finir avec votre maison. Est-ce que vous l'avez construite ou vous l'avez achetée? Non, nous autres, c'est une vieille maison qu'on avait retapée. OK, une vieille maison. Donc, vous avez acheté vous avez acheté une vieille maison que vous avez retapée? Oui, c'était un projet quand on s'est mariés, c'était un projet. On voulait pas une maison neuve. On a opté pour une vieille maison. Elle est vraiment vieux style, pour la rénover vieux style. Mais c'est sûr que moi, une journée comme aujourd'hui, il fait pas fret dans ma maison, même s'il fait moins 20. Là. Non, mais je sais. Mais votre vieille maison, vous avez fait les rénovations quand? Ah, mon Dieu. À peu près 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non, les dernières ont été faites, ça fait 3 ans. Mais quand on a emménagé, comme 35 ans passés, c'était une rénovation complète. Okay. En dedans, en dehors, l'isolation. Puis 3 ans passés, on l'a refaite, comme le toiture. Il y a plusieurs choses qui ont été retouchées. OK, mais l'isolation, c'est une isolation d'il y a 35 ans? Oui. OK. Oui. Je vous pose cette question-là parce que souvent, les gens vont acheter une maison ou vont rénover une maison et la question d'isolation, c'est jamais une priorité. Jamais personne ne se pose la question en achetant une maison ou en construisant une maison, quelle sera ma facture d'électricité? Ah non, l'isolation doit toujours être ta priorité. Oui, bien, il y a un minimum là, que le code du bâtiment exige aux contracteurs. Là, ça, on comprend ça. Comme R40 dans le toit. Là. R, c'est le facteur d'isolation. Là. Oui. Puis bon, il y a toutes sortes d'une fenêtre, c'est pas isolant du tout, ou très peu. Là. Un mur de béton, c'est pas isolant non plus. Là. Alors, c'est pour ça qu'on ajoute de l'isolation dans les murs. Mais, nous autres, il a été isolé à l'extérieur des murs. À l'extérieur? Puis à l'intérieur aussi, parce que dans mes murs, c'est une vieille maison. C'est tout du bois d'un pouce et quart, intérieur, extérieur. Dans le milieu, ils ont placé c'est des sacs ça avait passé des sacs de patates, puis c'est rempli de ripes. Ah oui, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque.
C'est comme ça que dans mes murs, mais moi, on a ajouté un isolant à l'extérieur, puis on a isolé par l'intérieur aussi. Okay. Mais ce rip-là, moi, je ne l'ai pas enlevé. Okay. Je l'ai laissé. Les fenêtres sont toutes au sud pour le soleil. Une journée comme aujourd'hui, moi, la cuisine, le salon ne chauffe pas. Okay. S'il fait soleil, il n'y a pas de chaleur. La fondation a été aussi isolée de l'extérieur puis de l'intérieur. Vous maintenez la température à combien dans la maison? 20. 20 degrés? Oui. 20 c'est comme un thermostat central ou c'est des pièces individuelles? Ben, c'est marqué sur mon... C'est juste les convecteurs. Il y a un petit piteur dessus. Moi, je mets ça avec. OK. On s'est habitué, puis il faut que tu regardes aussi. Si quand on le mettait à 21, on était à 21 bout, j'avais remarqué que mes convecteurs s'éteignaient jamais. On a descendu d'1 degré, puis il y a plusieurs heures dans la journée qui ne sortent pas. OK. C'est pas une grosse différence, mais des fois, ça fait toute la différence en bout de ligne. Chaque kilowattheure qui n'est pas consommé, c'est lui le moins cher, là. Mm-hmm. Oui. Alors, je pense que... Mais êtes-vous dans votre cuisine tout de suite, là, dans le salon, ou... Moi, je suis dans le salon. Vous êtes dans le salon? Parce que des fois, je fais cet exercice-là. Regardez autour de vous. Tous les gens qui nous écoutent, là, si vous êtes en cuisine en train de prendre votre café, peu importe, regardez autour de vous, puis comptez le nombre d'appareils électriques qu'il y a autour de vous. Mettons, on est dans la cuisine, on a la cafetière, avec une petite horloge dessus. Là, on tourne à droite. Ah, il y a le micro-ondes. Il y a le micro-ondes avec une petite horloge dessus. À côté du frigidaire. Le réfrigérateur, une autre affaire électrique. Oui, vous avez le blender, le toaster, puis là, name it. Il y en a des appareils. Même la laveuse sécheuse est toute digitale. C'est ça, c'est ça. Le courant. Alors, on a une panoplie qui est comme beaucoup. On est dans une électro-société et en plus, on chauffe à l'énergie. Donc, je lisais que les mini-splits, là, les petits thermopompes, ils sont beaucoup plus efficaces en termes, comparativement aux plaintes électriques, là, au baseboard. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que on mérite, le gouvernement, au lieu de construire une nouvelle centrale, prendre cet argent-là et l'investir dans un plan d'isolation des maisons existantes et changer le code du bâtiment pour s'assurer que les nouvelles maisons qu'on construise, tous les nouvelles habitations devraient être net zéro, devraient produire autant d'énergie qu'elles en consomment. Justement pour permettre à ces gens-là de enlever ce souci-là. La technologie existe, mais il n'y a pas de volonté politique. Puis ce matin, il y a une nouvelle qui sortait. Si vous pensez que votre facture d'électricité, elle est élevée, attachez votre truc avec la broche parce que ça va continuer d'augmenter. On veut augmenter de 5 à 6 % cette année. Et si on construit une nouvelle centrale au gaz à Center Village, les nouvelles sont que juste pour construire, ça va augmenter. Tout le monde au Nouveau-Brunswick devra payer 5 % de plus juste parce qu'on construit une nouvelle centrale. Alors, à un moment donné... C'est énorme. Oui, mais c'est ça. Même si on a enlevé la taxe provinciale, donc le gouvernement se prive de revenus, de l'autre côté, c'est Énergie Nouveau-Brunswick qui va venir la rechercher, tu sais. Donc, est-ce que vous êtes gagnant vraiment à l'autre bout? Oui, un peu, mais il y a une réflexion à faire sur la consommation d'énergie, la surconsommation d'énergie et comment est-ce qu'on devrait faire pour réduire notre facture d'électricité. Je pense qu'on a tous un devoir individuel de le faire aussi chez nous. Est-ce qu'on a besoin de tous ces trucs-là? Est-ce que... La question se pose. Est-ce que vous voulez demeurer avec nous au téléphone? On prend une courte pause de notre côté. Non, mais je vais te souhaiter une bonne journée. Puis c'est vrai, votre émission, on l'écoute à tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Vous écoutez Parle, Jase. Ça se poursuit en ce mardi. Jacques Giguère qui est avec nous. Et Jacques, tu te rappelles, on avait eu un courriel plus tôt dans l'émission, quelqu'un qui nous disait tout simplement, là, je pense que le premier ministre David Alward était le député de Woodstock. On se demandait pourquoi. J'ai demandé qu'il nous réécrive. Il nous a réécrit. Il dit qu'il faisait l'effort de parler français et que son gérant de campagne était nul autre que Daniel Alain.
Alors, c'est pour ça qu'il mentionnait M. Aylward dans le temps à Woodstock. Écoute, je suis pas en train de dire que puis je suis content que vous me disiez ça quand même, parce que dans mes propos tout à l'heure, il faut bien comprendre que je n'associe pas tous les conservateurs là, à de l'antifrancophone. Là. Non, c'est pas vrai, ça. Il y a du bon monde partout. Mais curieusement, quand on regarde la réponse de la mairesse de Woodstock, on se rend compte que le député fédéral et le député provincial sont des conservateurs en ce moment. Et le député provincial semble appuyer la mairesse. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, de sensibilisation, de l'importance de créer une école. Moi, c'est ça que je dis. Ouais. Puis que le gouvernement, c'est sa responsabilité de cogner aux portes puis de dire, hey, qu'est-ce que tu fais mardi prochain? On aimerait ça te rencontrer, tu sais. Tout simplement, tu sais, puis de prendre le temps de voir les bons côtés de tout ça. Là, OK. Et puis, j'ai un autre courriel. Jacques qui nous dit faut maintenir la langue française et aussi la culture francophone. L'immigration francophone dans plusieurs pays ont une langue française, mais pas la culture française. Donc, avec ça, est-ce qu'on oublie notre culture et est-ce qu'elle pourrait disparaître? Qu'en pensez-vous? Je comprends pas exactement. Est-ce que tu comprends le commentaire par rapport à la différence entre la langue et la culture? Oui. Par exemple, tous les gens qui viennent du Maghreb, tout le nord de l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, tout ça, sont tous des pays qui partagent la langue française, mais qui sont aussi de culture arabe. Okay. Parce que c'est sur le continent où il y a cette culture arabe-là et aussi la religion musulmane qui est très présente aussi dans cette région-là. Puis je sais pas négatif ce que je dis. Là. Je dis juste que c'est une réalité. Ces gens-là peuvent migrer chez nous. Ils ont le droit, comme partout, comme tout citoyen du monde qui veut migrer au Canada, peut venir migrer. Mais si vous partagez la langue française, mais vous n'avez pas la culture acadienne, parce que la culture acadienne est assez spécifique à l'Acadie, là. Okay? Donc, il y a un devoir d'intégration de cette culture-là. Et c'est pas tout le monde, c'est pas parce que vous parlez français que ça va vous intéresser plus. La culture acadienne. Ouais. Alors, c'est cette différence-là, je crois, que cette personne-là fait. C'est bien beau d'avoir des immigrants francophones, mais encore faut pas que la culture acadienne disparaisse. C'est ça, je comprends. Mais pour qu'elle rayonne, il faut la faire vivre. Ça veut dire, je me souviens, avant les fêtes, on avait Mme Richard qui venait pour la maison Pascal Poirier de chez Diac. Il faut la faire vivre, cette culture-là. C'est pas juste dans les festivals, c'est la radio, c'est les artistes, le patrimoine, mais c'est aussi l'affichage, c'est aussi quand les clubs d'âge d'or. L'autre jour, j'étais au club d'âge d'or de Prix d'en haut. Tu sais, c'est une très belle région. Toute cette région-là de Memramcook, moi, j'adore cette région-là. Et puis là, tu te rends compte que tu vas au déjeuner, mais ce sont tous des gens d'un certain âge. Mais où sont les jeunes immigrants là-dedans? T'sais, des fois, tu te dis, si on veut... Ils ne se sentent pas inclus. C'est pas qu'ils ne se sentent pas inclus, on ne les voit pas. Donc, est-ce que c'est nous est-ce qu'on les exclut? Est-ce qu'on les invite? Comment ça fonctionne, tout ça, ce processus d'intégration? Ils sont peut-être pas au courant. Il y a certaines activités où ils pourraient s'intégrer et participer. Oui, mais c'est nous qui est menacés. Donc, c'est à nous, à quelque part, de se d'aller les chercher. Je pense que oui. Je dis pas qu'ils veulent pas le faire. Je dis pas qu'ils ne le font pas. Je dis juste que j'étais témoin de ça. Puis ça me réfléchit. Tout dans la région de Kent, là, le maire qui était venu l'autre jour, qui disait, nous, on a décidé de donner des cours de français gratuits aux nouveaux arrivants dans notre région. C'est disponible. Ben voilà, ça, c'est un exemple de premier pas. Parce que dans les cours de français, vous n'allez pas juste vous limiter à la langue. Inévitablement, vous allez prendre des exemples de la culture. Vous allez peut-être les emmener ou les suggérer d'aller au pays de la Sagouine. Et puis, par exemple, il y a tellement de façons de faire. Et je crois qu'il y a des organismes... des organismes qui travaillent très fort dans ce sens-là, puis bravo, puis je lève mon chapeau à tous ces organismes-là qui travaillent fort pour faire vivre et partager là, cette belle langue que nous avons tous, la langue française. Mm-hmm. Mais en même temps, devant la vague, une personne tout à l'heure parlait d'une vague, on fait quoi devant une vague? Faut pas se noyer. Non. La priorité, c'est de ne pas se noyer. Après donc, faisons connaître, puis invitons les gens qui sont capables de parler français. Oui, puis il faut en être fier. Moi, j'ai pas honte. Je vais demander mon service en français, là, toujours en premier. Si je vais au Canadien... J'allais nommer un commerce, mais n'importe quel commerce, je vais toujours demander le service en français. En fait, je le demande pas, c'est le service en français, je m'exprime en français. Mm-hmm.
Tu sais, ça m'est arrivé une fois où j'étais dans un commerce, puis un commerce bien simple, là, une chose simple à demander, là, un café, genre. Puis on m'a répondu « I don't speak French ». Puis j'ai répondu « Je t'ai pas demandé si tu parlais français, je t'ai demandé un café ». Oh. Tu sais, tu dis qu'il est capable de comprendre parce que café, coffee, ça se ressemble? C'est qu'à un moment donné, je trouve que là, il y a une paresse intellectuelle. Il y a carrément une paresse. Apprendre la base, on parle de la base. Mais je suis pas sûr, attends, juste comme ça, là, je lance un commentaire à travers, mais je veux que tu continues. Oui. Mais je suis pas sûr que les anglophones dans la région sentent qu'ils ont un devoir d'apprendre le français. Je suis pas certain que ça soit... Je pense qu'ils se disent, on est bilingue, on est soit anglophone, francophone, mais je suis pas sûr que tous les anglophones se disent, je dois apprendre le français parce que je suis dans une région où il faut parler les deux langues. Pourquoi? Parce que nous, francophones, sommes bilingues. La plupart, oui. Je dirais 98 95 la majorité des francophones sont capables de s'exprimer dans les deux langues officielles du pays. Donc, nous, on n'a pas de problème. Un anglophone qui nous parle, on le comprend, puis on est capable de lui répondre. Oui. Le contraire n'est pas vrai. Donc, pas on est toujours d'accord vrai. aussi que le français est tellement plus complexe à apprendre. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. On le dit souvent que c'est la langue la plus compliquée à apprendre. Une autre belle excuse, c'est une autre... Est-ce que elle est compliquée? Oui. Mais demandez-moi de parler mandarin ou demandez-moi de parler arabe. Je ne pourrais pas, parce que c'est très difficile. Pour moi, c'est plus difficile. La langue française et la langue anglaise partagent au moins 30% du même vocabulaire. OK, c'est moins difficile pour un anglophone d'apprendre le français que pour un chinois. Voilà. OK, je comprends. En fait, la langue, ça s'apprend très jeune. Quand on est jeune et on est exposé à la langue, d'où l'importance des écoles d'immersion francophones, comment on dit, ça s'attrape. N'importe quelle langue, vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement quand vous êtes... Ça s'attrape comme une maladie. Presque. C'est beaucoup plus facile. Les enfants, les neurones sont en train de se former. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile pour un enfant d'apprendre, de décoder le visage de l'autre et d'apprendre la langue de l'autre en l'entendant. Donc, les parents qui ont cette force-là d'être bilingues à la maison, que ce soit l'anglais, le français ou n'importe quelle autre langue, je trouve que c'est une beauté de transmettre cette langue-là avec vos enfants. Puis profitez-en quand les enfants sont jeunes, ça des éponges, fait que là, on y va avec le français. Souvent, moi, on en rencontre combien des familles dans notre région où, autour de la table, on est en train de jaser, puis à un moment donné, il y a un bout de phrase qui sort en anglais. En fait, il y a des phrases complètes qui sortent complètement en anglais pendant 1 minute. Tout à coup, hop, tout le monde se met à parler français, puis personne ne se rend compte qu'on passe d'une langue à l'autre tellement qu'on maîtrise bien les deux langues. C'est commun dans le Sud-Est. C'est commun dans le Sud-Est. Moi, je l'aime bien, cette réalité-là, puis je trouve que c'est riche. C'est une force. C'est une force que les Acadiens ont. Ils ont su, à travers l'histoire, trouver des façons de s'adapter à tout ce qui leur est arrivé depuis 1755, là. Alors, si je comprends bien, là, Jacques, là, ce qui serait important, c'est de faire comprendre aux anglophones de la province à quel point on aurait une puissance si tous ces gens-là deviendraient bilingues. À quel point on aurait quelque chose de fantastique. Ça serait une puissance culturelle, une puissance économique, une puissance sociale. C'est vrai. Vous prenez la Suisse. J'aime bien l'exemple de la Suisse. Il y a 4 langues officielles là-bas. Ah oui? Mais il y a surtout 3 langues... Je pensais que c'était français, là, non, la Suisse a 3 langues officielles. Il y a la Suisse française... Il doit y avoir des gens qui parlent... Attends, je vais essayer de deviner. Allemand, français, oui. Parce que l'Allemagne, ça, je suis sûr. Et juste à côté... Espagnol? Non, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, en forme Suisse, de botte? L'Italie. Donc, les 3 langues-là sont des langues officielles de la Suisse. OK, français. Attends. Puis c'est l'anglais, la 4e. Non. Donc, il y a une autre langue régionale, moins parlée, mais il y a une autre langue régionale. Qu'on connaît pas. Okay. Mais j'allais dire le wallon, mais c'est pas le wallon. Il y a un autre nom, mais ça me revient pas. Mais quand vous sortez du secondaire, vous avez... Les jeunes sont capables de parler les langues du pays. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, puis tout le monde y croit. Vous allez à Berne, en Suisse, vous allez parler allemand. Vous allez à Lausanne, c'est tout français. Vous allez à une autre ville. Tu sais que la plupart de la population en Suisse parle plusieurs langues. Absolument. C'est un pays qui se démarque non bien. Hein. Du côté des banques sont incroyables. Ils n'ont même pas d'armée, je pense. Non, ils ont une armée. Ils ont une armée. Le service militaire est obligatoire en Suisse. Mais ils sont comme pour la paix ou je ne sais pas trop. En il y a fait, quelque chose c'est un pays neutre. Ça, c'est un pays qui s'est déclaré neutre.
C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'OTAN, il fait partie de rien. Ah, d'accord. Ils ont choisi d'être neutres, c'est-à-dire nous n'attaquerons personne. Donc, ils ont une armée pour se défendre? Et une armée pour se défendre. La Suisse, c'est intéressant. Est-ce qu'ils ont une grosse armée pour un petit pays? Le service militaire est obligatoire. Donc, tout le monde, citoyen, âgé de 18 ans ou quelque chose de même? Oui, puis ils savent tous manier des armes à feu. Parce que ça fait partie de leur formation. Donc, mais c'est là qu'il y a un des plus bas taux d'actes criminels au monde. OK. Parce qu'ils savent c'est quoi. Ils savent comment ça marche. On arrive en fin d'émission. Parle-moi de pourquoi, là, justement, la Suisse, tu me disais... c'est que là-bas, donc, on a décidé d'investir dans l'éducation. Et dans l'éducation, on y va aussi pour les langues. Et donc, quand vous sortez là-bas de l'école, c'est normal. C'est normal de parler une langue, deux langues. C'est pas vu négativement. C'est vu positivement. Et j'aimerais ça qu'au Nouveau-Brunswick, ce soit... Il y a eu une vague à un moment donné où c'était vu positivement. Puis là, j'ai l'impression, avec la mairesse de Woodstock, qu'on est en train de revenir à cette vague-là d'anti-francophones, comme si on était une maladie, alors qu'on est une richesse pour cette province. Une force. Ouais. Puis à un moment donné, va falloir le dire haut et fort. J'invite tous nos députés et tous les gens qui croient en cette langue-là de se lever et de le dire. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver si on reste dans notre coin? C'est dangereux. Oui. Ça a été une grande émission. Un immense merci, Jacques, d'avoir participé aujourd'hui, comme tous les mardis. Et tu es là en cours d'année 2026. Puis tiens, on va même laisser quelqu'un s'adresser à nous. Un dernier appel, même si l'émission a terminé. On y va pour Parle, Jase. On vous écoute, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Aimeriez-vous d'entendre une bonne nouvelle qui ne comprend pas les tarifs puis les files d'Epstein? Oui. Oui, merci de nous appeler pour une bonne nouvelle pour finir l'émission. On vous écoute. Il faut absolument vous écoutiez ceci. C'est sur l'Internet, par exemple, que j'ai vu. Ah oui. Jeudi ou vendredi, dans l'émission de Midas Touch, puis je pense à M. Ben qui parle, il a dit que le Canada is the new leader of the new free world. OK. Il a encensé le Canada beaucoup. C'est des éloges. Ce qui veut dire que les États-Unis ont perdu le place. Puis là, regardez quand Trump a invadé Venezuela, dans le TV, comment est-ce que tous les pays ont contacté le Canada. Puis pour l'affaire de Greenland, comment est-ce que les pays ont contacté le Canada pour lui dire de ne pas céder le Canada aux États-Unis. Quand il a dit ça, Canada is the new leader of the new free world. On va peut-être... oui, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on a les moyens d'être un leader mondial au niveau à ce niveau-là? Ça a toujours été dans nos valeurs canadiennes. Ça, il y a quelque chose, c'est vrai, que le Canada dont il peut être fier à l'international, c'est de toujours avoir défendu l'autonomie des autres pays. On n'est pas là pour envahir qui que ce soit. On est là pour aider. Pas. C'est ça. C'est pas. On est presque, je dirais, géographiquement, on est intégré à l'Amérique du Nord et militairement, on est intégré à l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour défendre tout ça. C'est une affaire qui est héritée de l'après-guerre. Oui. Mais là, les choses sont en train de changer à vitesse grand V. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous amène à demain. Quel avenir voit-on pour le Canada sur la scène internationale et à tous ces pays qui se disent démocrates face à la montée du totalitarisme? OK, mais quel avenir qu'on voit pour le Canada comparé aux États qui attaquent Venezuela, Cuba, Mexique, puis ça, puis nous autres, on fait le contraire. Écoutez, prenons un exemple, je ne sais pas combien de temps il nous reste, là, mais si vous imaginez, là, il veut avoir le Groenland, là, no matter what. Oui. Il veut prendre tous les moyens. S'ils ne veulent pas négocier, apparemment que bientôt, là, le ministre des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland se rendent à Washington pour parler au vice-président. Ça s'en vient, là. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça? On ne sait pas. Mais les pays européens, si jamais les États-Unis décident de prendre par la force le Groenland, qui est un pays membre de l'OTAN,
De l'OTAN, oui. Qu'est-ce qui arrive? L'article 5 de l'OTAN dit si un membre se fait agresser, c'est tous les autres qui sont agressés et donc vont venir le défendre. Oui, mais avez-vous vu qu'il a invité tous les généraux puis le Dieu à Washington pour leur demander de faire un plan comment ils pourraient procéder à envahir Greenland. Ouais. Ils ont dit non. En fait, c'est là qu'à un moment donné, ça risque de péter. Hein? Ça risque d'exploser. Il n'y avait plus la force d'envahir ce site, puis envahir ça. Puis il a après bégué pour le prix de Peace Prize, de Nobel Peace Prize. De la Vénézuélienne qui l'a gagné, qui est prête à lui donner en échange de qu'elle ait la présidence du Venezuela. Tu sais, je veux dire... ça a été refusé parce qu'apparemment que quand tu as un Peace Prize, tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Il a été donné à cette personne-là, puis il faut qu'elle l'accepte. Elle peut pas le faire à Trump. Mais pour dire que Trump est le contraire... les États-Unis sont le contraire du Canada à cause de Trump. Sur la scène internationale, c'est l'image maintenant qu'on dégage. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est une bonne nouvelle. Tu as raison, là. C'est l'image qu'on donne au monde. On est un peace country comparé à lui qui est à Washington, qui veut la guerre ici, la guerre là, la guerre ici, pour runner tous les pays. Puis après tout, on a le droit de se renouer. Comme Greenland a seulement 46 000 personnes, mais ils ont le droit à se renouer eux-mêmes. Absolument. Vous avez raison. On a le droit. Mais quand vous avez la plus puissance au monde, l'homme le plus puissant du monde dit « Je me fous du droit international ». Il l'a dit encore la semaine passée. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est sa propre morale. Il n'y a rien, la loi internationale, il n'y a pas besoin de ça. Il s'en fout complètement. Donc, vous avez raison de dire, nous, on devrait être un leader. Nous, on est reconnu comme étant quelqu'un de plus juste et tout ça. Oui. Mais si le plus fort à côté décide le bullier en chef, là, s'il décide de nous ramasser parce qu'il n'est pas content de nous, on va en manger toute une, là. Oui, mais moi, j'ai pas compris que c'est le Canada qui a dit « We are the new leader ». C'est quelqu'un d'autre qui a dit « Canada is the new leader of the free world ». Oui, c'est parce qu'on est bien vu. Puis depuis un an, on a changé de premier ministre. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas le premier ministre actuel, il pose des gestes importants dans cette transition-là. Cette semaine, il part avec une délégation, puis il s'en va où? Il arrête en Colombie-Britannique en passant voir les Autochtones pour s'assurer, puis après ça, il s'en va en Chine. Oui. Ah! Mais c'est pas pour attaquer un pays. Non. C'est pour comment continuer la paix à travers le monde. Je vais vous laisser avec ça. Oui, on vous souhaite une bonne journée, mais ça vaudrait la peine de faire une émission juste là-dessus. Oui, ça se pourrait que ça arrive. Hey, merci beaucoup d'avoir participé. C'est ça, là. C'est de Midas Touch avec Ben, puis ça arrivait peut-être vendredi, ça a été dit. OK, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Bonne semaine à tout le monde. Qu'est-ce qui te faisait rire? Non, c'est ça, c'est que c'est une bonne nouvelle. Elle voit ça comme une bonne nouvelle. Oui. Puis, en fait, je pense que tout ça est dans la perception du monde par rapport au Canada. Un peu comme l'Australie, où il y a des pays comme ça, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays qui sont toujours relativement bien vus sur l'échelle internationale. Beaucoup d'Américains disent « les Canadiens, c'est des bonnes personnes, c'est des gens qui sont très polis, etc. » Et donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est dans notre culture, mais c'est aussi parce qu'on a une social-démocratie. On n'est pas des communistes, comme les Américains nous appellent. On est des gens qui ont on a décidé d'avoir une qualité de vie et d'avoir une plus grande justice sociale. C'est pas juste la pièce. Oui, la pièce, c'est importante. Oui, l'économie, c'est important. On ne remet pas ça en question au Canada. Mais on se dit, est-ce qu'on peut avoir une meilleure égalité entre une meilleure répartition de la richesse? Pas que ce soit tout le monde, les plus riches qui en accumulent, sont rendus des milliards. On est rendu... Elon Musk s'en va vers des trilliards. Ça comme... Il n'y a pas besoin... C'est quoi cette folie d'accumuler autant d'argent alors qu'il y a autant de besoins dans la population? Mais c'est ça le modèle américain. Si c'est ça que vous voulez, déménagez puis allez-y, puis bonne chance. Sinon,
Si vous réussissez, vous avez tout. Mais si vous ne réussissez pas, bien, vous vivrez dans votre stationnement, dans votre voiture, dans le stationnement d'un supermarché. Parce que la vie... Non, mais c'est très... Là-bas, c'est tout ou rien. C'est très dur. La classe moyenne est en train de disparaître. C'est pas pour rien que les gens sortent dans les rues, parce que là, ils en ont plein de casse. Là. La sombre perspective de nos voisins du Sud. Hey, mais grand merci, Jacques. On a dépassé de plusieurs minutes. Hey, vous avez droit à de la musique à l'antenne de CJSE. On vous envoie ça. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. On se rejoint plus tard. Moi, dans l'heure d'11h, je vous donnerai l'horoscope. Je vous accompagne aussi pour le Hoedown. Et je vous donne à l'instant les prévisions météo. Et ça sera suivi par une pièce de Frank Williams, la transcanadienne, à CJSE. CJSE, une station opérée par Radio Beauce.